Medianoche. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le tout premier podcast, tout premier épisode surtout de la saison 5 de Bola Latina. Et oui, déjà, saison 5, le podcast Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Au menu de ce tout premier épisode de la saison, et aussi parce que nous sommes en plein dedans, vous allez voir, au moment où ce podcast vous l'aurez à disposition pour l'écouter, nous allons nous intéresser aux éliminatoires sud-américains. Alors on va pas non plus faire de l'actualité à chaud, vous avez compris le principe de nos podcasts, on prend toujours un peu de recul. On va pas évoquer ce qui se passe maintenant, non, on va parcourir l'histoire de ces éliminatoires-là, notamment chez l'un des membres qui a toujours eu une relation particulière avec ceux-ci. Ce membre-là, c'est l'Uruguay, et vous l'aurez compris, qui dit Uruguay, sur Lucarne Opposé, dit l'homme de la rédaction qui arbore fièrement ses quatre étoiles. Ça commence fort. Jérôme Le Signe. Salut Jérôme. Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, on va essayer de mettre les mots dans le bon ordre et de ne pas faire de mauvais accords. On va commencer donc, on va s'intéresser à cette relation très particulière qui lie l'Uruguay avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde. On va commencer par le plus simple, j'ai envie de dire, la question la plus évidente, qui va permettre aussi de poser un petit peu le contexte. On va faire un petit rappel historique, si tu veux bien, Jérôme. Quelle est l'histoire de cet Uruguay dans les éliminatoires pour une Coupe du Monde ? Oui, parce que l'Uruguay a une tradition spéciale pour la Coupe du Monde, parce que c'est quand même un pays, comme tu le disais, aux 4 étoiles, dont 2 en Coupe du Monde, puisqu'il y en a 2 qui sont en championnat du monde, comme on l'a précisé dans un autre podcast. C'est aussi l'un des pays avec des étoiles qui a le moins participé, bizarrement, à la Coupe du Monde, puisqu'il n'y a eu que 13 participations pour l'Uruguay par rapport à des pays comme le Brésil ou l'Argentine ou l'Italie qui ont, comme pour l'Argentine, le même nombre d'étoiles, mais plus de participation avec 17 pour l'Argentine. L'Uruguay n'a pas eu besoin de qualification pour la Coupe du Monde en 1930 et en 1950, parce que c'était par invitation, simplement il n'y avait pas assez de participants à l'époque. En 54, l'Uruguay est champion du monde, donc elle ne participe pas aux premières qualifications organisées par la CONMEBOL, en étant champion en titre. L'histoire commence donc réellement pour les qualifications de l'Uruguay en 1958. En 1957, pour être précis, puisque c'est l'année précédant la Coupe du Monde que se sont joués ces éliminatoires, avec le premier drame de l'Uruguay, puisque c'est une non-qualification, avec notamment à la clé une défaite 5-0 au Paraguay, le 14 juillet 1957. Par la suite, l'Uruguay va un petit peu mieux s'en sortir. Elle va apprendre à faire avec ces nouveaux éliminatoires, avec une qualification en 62, 66, 70 et 74, jusqu'à arriver avec une nouvelle date qui va rester marquée dans l'histoire uruguayenne. En 77, l'Uruguay ne se qualifie pas, après notamment une défaite en Bolivie à La Paz. On va revenir sur 77, mais même sur 57. Donc vas-y, je te laisse continuer. On va revenir un petit peu sur le détail après. En effet, dans les années 80, donc l'Uruguay à partir de 86-90 se requalifie par les éliminatoires. On repasse par une période de creux avec les Coupes du Monde 94, 98 et même 2006 plus tard, avant de reprendre une saine habitude qui est finalement d'arriver à se qualifier régulièrement par les éliminatoires, puisque l'Uruguay s'est qualifié en 2010, 2014 et 2018 en passant par ces éliminatoires. En 2010 notamment avec une victoire incroyable contre l'Équateur sur laquelle on va revenir, et en 2014 avec une série de victoires à la toute fin des fins, qui font qu'à chaque fois l'Uruguay d'ailleurs sur ces 2 Coupes du Monde-là se qualifie avec la 5e place, qui n'est pas qualificative directement avec les éliminatoires, mais qui est qualificatif par le fameux barrage intercontinental. Le fameux barrage que les Sud-Américains aiment bien, parce que généralement, il se passe plutôt bien, à quelques exceptions. Je ne vais pas remuer un couteau, quoique je pense qu'on va peut-être l'évoquer quand même à un moment. Tu vois à quoi je fais référence. Une expérience douloureuse, et qui est une expérience douloureuse d'autant plus à chaque fois pour les Uruguayens, un petit peu comme 57, 2006 et un peu la même chose, c'est que c'est des matchs où l'Uruguay pense, un peu comme ce que tu viens de dire, que c'est un peu gagné d'avance. Ouais. C'est-à-dire qu'en 57, l'Uruguay se dit on vient de faire demi-finale, on vient de gagner une Coupe du Monde 7 ans avant, on est favori, ça va aller. En 2006, c'est un peu pareil. Les Uruguayens se disent l'Australie, ça va aller, il y a un peu d'excès de confiance. Et forcément, dans ces cas-là, ça ne loupe pas, ça tape pas. Et voilà. À la maison. Ne pas aller trop dans l'excès de confiance, c'est pas si mal au final. Le rappel à l'humilité est toujours important et le foot y arrive bien. Alors on le voit, il y a une très longue histoire. On est sur
près de 70 ans, hein, mine de rien, maintenant, puisque 57, ouais, non, il y a encore un peu le temps pour arriver à 70 ans. Mais quand même, on va pas trop se vieillir, on l'est déjà assez. Au cours de toute cette histoire, Jérôme, il va forcément y avoir des matchs qui ont marqué l'Uruguay, marqué les gens, les joueurs. On va essayer d'en égrener quelques-uns et bon, on va commencer d'abord par ce qui fait plaisir pour les Uruguayens, hein. On va pas commencer par remuer le couteau dans la plaie, on va le faire après. On va commencer par les matchs qui sont vraiment des grands moments de l'histoire de l'Uruguay en éliminatoire. Ouais, tout à fait. On va commencer en plus par un match qui est spécial pour moi parce que c'est un match que j'ai vécu personnellement par opposition à d'autres matchs des années 50 ou 60, qui est le match contre l'Équateur en 2009. L'Uruguay, vraiment, on n'a failli pas voir d'Uruguay à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'Uruguay est vraiment à la traîne dans les éliminatoires, a vraiment beaucoup de mal à démarrer dans le cycle Tavares, comme on l'appelle aujourd'hui. Et l'Uruguay doit aller gagner en Équateur face à une équipe dans un pays à Quito où l'Uruguay gagne d'habitude rarement ou jamais. D'ailleurs, elle a perdu les trois derniers Équateur-Uruguay qu'elle a joué depuis en éliminatoire, dont le dernier il y a cela quelques mois. Et en 2009, donc, il y a un scénario un petit peu fou, parce qu'en plus, c'est un grand Équateur qui sort d'une bonne Coupe du Monde en Allemagne, etc. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, on en a discuté dans un magazine Lucarno Posé. Et donc, l'Uruguay gagne avec un Diego Forlán de feu, Luis Suarez aussi en attaque. Et Diego Forlán marque un but à la dernière minute, à la 91e de mémoire, qui donne la victoire 2-1 à l'Uruguay et qui permet à l'Uruguay véritablement de se qualifier. C'est-à-dire qu'avec une défaite ou un match nul, l'Uruguay était presque automatiquement éliminé. C'est un match important parce qu'en plus, c'était le premier match de Fernando Muslera dans les cages, qui est encore aujourd'hui, 12 ans plus tard, le gardien de l'Uruguay. Et c'est un match qui est vraiment extraordinaire et qui a permis à l'Uruguay de pouvoir consolider tout ce qui s'est passé de bien par la suite. Donc c'est une vraie renaissance pour l'Uruguay. Il y a d'autres matchs qu'on peut citer, comme l'Uruguay-Bolivie de 89 qui qualifie l'Uruguay sur le fil pour la Coupe du Monde italienne, ou le match contre la Colombie en 2013, qui est aussi un match spécial parce que c'est aussi la première d'un joueur, c'est la première de Josémar Jiménez qui avait 18 ans à l'époque. La charnière est vraiment décimée parce que Lugano, Godin sont soit suspendus, soit blessés. Donc le maestro n'a pas le choix, il est obligé d'aligner en défense Andrés Coty, un très bon défenseur mais qui n'est pas du très haut niveau, et donc le jeune Josémar Jiménez de 18 ans pour faire face à Falcao et James Rodriguez qu'on connaît par ailleurs. Et les deux y arrivent, l'Uruguay s'impose 2-0 et se qualifie à nouveau, enfin se qualifie pas directement, puisque grâce à ce match, comme au match contre l'Équateur, l'Uruguay arrive à obtenir la 5e place et à jouer le barrage. Ouais, et on le voit, on en parlera un petit peu plus tard, il y a quand même des moments fondateurs, hein. Tu as parlé du processus Tabarès, il en est question dans le magazine numéro 10, je crois. Si je me trompe pas, hein, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que c'est bien ça. Non, c'est ça, parce qu'en fait, on en parle à 2 reprises dans le magazine pour ceux qui sont intéressés. On en parle dans le numéro sur le numéro 10, en effet, en parlant de Diego Forlán, puisque c'est l'un des premiers matchs aussi où Diego Forlán commence à reculer derrière Luis Suarez qui s'impose. Parce que Luis Suarez est aussi un peu une nouveauté à l'époque, il est encore jeune en 2009. Donc c'est un match fondateur pour ça, et c'est aussi un match fondateur tout simplement pour l'ère Tabarez, dont on en parle dans le magazine sur les grands entraîneurs, puisqu'il prend plusieurs décisions sur ce match-là, notamment le fait de dire ce sera Muslera dans les cages, ce sera lui, et pareil, il a 22 ans à l'époque, Muslera, de mémoire. Et lui dit avant ce match-là qui est décisif, qui est un match que tout un peuple attend. On ne peut pas imaginer l'impact qu'a cet Équateur-Uruguay en se disant sinon l'Uruguay n'ira pas encore une fois à la Coupe du Monde. Et Tabarez a le courage de mettre Muslera dans les cages. Donc voilà, c'est vraiment des matchs qui sont en effet très marquants. Ouais, exactement, à chaque fois, on le voit, hein, avec ces jeunes-là. Tu l'as précisé, mais pour ceux qui ne savent pas quand même, Quito, altitude, faut aussi gérer ça, hein, donc c'est jamais facile de prendre des points à Quito. L'Uruguay, tu l'as dit, on a souvent perdu. Comment devrais-je dire ? On a souvent pas pris. Oui, et beaucoup de pays, alors voilà. Il y a l'Uruguay, mais il y a beaucoup de pays qui perdent logiquement des points sur place, et c'est une force, et c'est aussi parce que l'Équateur est une équipe en général qui joue bien, et donc c'est très compliqué, d'où la libération absolue quand Forlán marque son deuxième but, parce que à un moment donné, pendant le match, l'Uruguay gagne 1-0, l'Équateur égalise, et quand l'Équateur égalise, on se dit vraiment c'est fini. Voilà, on voit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit un petit peu une sorte de train Coupe du Monde partir et 3 millions de personnes, qui est la population uruguayenne, rester sur le quai de la gare et avoir une petite larme qui coule. Et c'est comme si sur le but à la toute fin du match, c'est un peu comme si le train a arrêté et disait bon, allez, montez. Ouais, venez quand même. Venez quand même.
Et quand on sait, et ce qui est incroyable, c'est quand on sait ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire que si l'Uruguay, ce match était déjà incroyable en tant que tel, avec le recul, on se dit que l'Uruguay a fait demi-finaliste de Coupe du Monde grâce à ce match, grâce à d'autres matchs extraordinaires, évidemment. Mais voilà, c'est la magie des éliminatoires. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est que c'est des matchs extraordinaires qui permettent des processus, des avancées, de vivre des moments pour tout un peuple. Voilà, pour tout un peuple uruguayen dans mon cas, mais aussi pour d'autres pays, comme pourraient le confirmer les Péruviens avec ce qu'ils ont vécu en Russie, ou voilà, d'autres pays évidemment. Non, mais c'est exactement cela. On aura l'occasion, on conclura le podcast justement sur l'importance de ces éliminatoires et tout. Surtout à une époque où ça commence à être. Enfin, bon, tu vas me dire, tout le football des sélections est toujours très discuté. On peut le dire aussi, tu le dis pas, mais sans en faire des caisses non plus. La Coupe du Monde 2010, sans l'Uruguay, elle aurait peut-être pas eu la même saveur, hein, parce que c'est quand même le principal animateur de cette Coupe du Monde, il faut le dire, et pas que pour le match face au Ghana. Je sais bien, mais je vais te dire un truc terrible, qui est vraiment de la politique fiction absolue. Mais si l'Équateur bat l'Uruguay sur ce match-là et se qualifie à la place de l'Uruguay, l'Équateur peut aussi très bien faire une extraordinaire Coupe du Monde derrière. Tout à fait. Le groupe est à sa portée. Il s'était déjà qualifié pour les huitièmes à la Coupe du Monde en Allemagne. Ils auraient très bien pu le refaire et en huitième battre la Corée du Sud. Oui, la Corée du Sud. Voilà, mais voilà, là on part évidemment dans bien un sûr. délire. On est parti sur autre chose là. Voilà. Ça y est, on a dérivé. C'est parti, on s'assoit et on dérive. Non, mais voilà, bref. Donc on le voit, il y a ces moments fondateurs, ces moments intéressants, enfin ces moments de joie pure, mais forcément, j'avais dit qu'on allait remuer un petit peu le couteau. On les a déjà un petit peu évoqués avant. Tu as donné ces dates-là, que sont les éliminatoires 57 et 77. Ce sont les immenses déconvenus vécus par l'Uruguay. Oui, c'est vraiment des coups de massue, surtout pour 57. Il faut se remettre dans le contexte de 1957. C'est une époque où l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil gagnaient un petit peu tout jusqu'à présent. Il y a petit à petit des pays qui se sont invités à la fête, comme le Pérou, le Paraguay, qui ont commencé à obtenir des titres de champion sud-américain, par exemple pour le Paraguay en 53, et c'est peut-être ça qui aurait dû mettre la puce à l'oreille des Uruguayens. Mais l'Uruguay reste une superpuissance qui a fait victoire évidemment en 1950, demi-finaliste en 54 avec ce match épique contre la Hongrie où l'Uruguay aurait très bien pu battre les Hongrois, ça va jusqu'aux prolongations et ça se joue à peu de choses. Varela est blessé, il y a un contexte qui font que l'Uruguay perd en Suisse, mais aurait pu très bien dans d'autres circonstances obtenir encore un meilleur résultat. Donc l'Uruguay reste une superpuissance. Et l'Uruguay est champion sud-américain 1956 et pense que la qualif dans un groupe composé de la Colombie et du Paraguay est dans la poche, entre guillemets. La Colombie est en effet encore quelque chose en développement à l'époque, mais le Paraguay est déjà un bon pays et l'Uruguay il va un petit peu la fleur au fusil et se fait littéralement fesser 5-0 au Paraguay dans ce qu'on appelle la cicatrice de Puerta Sajonia, qui est le nom du stade, qui aujourd'hui est Defensores del Chaco. C'est le même stade, c'est juste le nom avant était différent. Et toute la presse est catastrophée, c'est-à-dire qu'on se dit oui, l'Uruguay n'est plus une puissance du football, alors que jusqu'à présent ça l'était. Avant, l'Uruguay était au même niveau que le Brésil, tout d'un coup elle ne l'est plus. Les notes sont terribles, les joueurs se font massacrer, comme Miguez, qui est pourtant champion du monde en 1950, qui se voit obtenir la note de 0 sur 10 dans El País le lendemain. C'est la première vraie défaite du football uruguayen. Alors à l'époque, le président de la OUF dit qu'il va essayer de s'en servir comme d'un point de départ pour renouveler la structure sportive du football. Il critique aussi les contrats des joueurs parce qu'ils disent que c'est des contrats millionnaires qui font que le football a dérivé. Bref, ce qu'on entend à chaque défaite encore aujourd'hui était déjà dit à l'époque. Mais voilà, c'est la première pierre dans l'édifice qui était cette superpuissance qui jouait très bien au football, qui était l'Uruguay des premières 50-60 années du football. Et pour compléter, par rapport à ce que tu expliques sur le groupe dans lequel ils sont, tu as évoqué le Paraguay et la fessée que l'Uruguay prend. La Colombie, il faut vraiment placer dans le contexte. La Colombie n'était pas des 2 premières Coupes du Monde et abandonne pour 38, ne participe pas aux éliminatoires pour 50, est banni en 54 parce qu'il y a toute l'époque Eldorado au début des années 50 qui lui a valu son bannissement de la FIFA. C'est donc véritablement sa première phase de qualification avec un football local, c'est juste pour placer le contexte, qui a à peine 10 ans de professionnalisme dans les pattes. Donc c'est vraiment pas c'est pas une puissance du tout, la Colombie. Oui, ça a mis plus de temps. Alors ça, ce serait peut-être l'objet d'un autre podcast, mais ça a mis plus de temps à s'installer dans les pays du nord du continent. Au départ, ça s'est diffusé un peu du sud vers le nord, le football en Amérique du Sud, puisque les premiers à participer, c'était surtout l'Argentine et l'Uruguay. Le Brésil y est venu rapidement, le Chili par la suite, le Paraguay.
le Pérou, comme on l'a dit, et éventuellement, sur la fin, la Colombie et le Venezuela. Le Venezuela, il n'y étant pas encore tout à fait aujourd'hui, mais, mais voilà, ça se développe petit à petit. Non, mais voilà, c'était aussi pour placer ce contexte-là par rapport à 57 qui donnait aussi cette grande confiance en soi dont on a déjà parlé tout à l'heure. Mais voilà, c'est aussi pour poser le contexte quand même. Ouais. Donc voilà. Et donc la deuxième grosse déconvenue, c'est 77. Oui, c'est 77, avec cette idée que c'était vraiment la Coupe du Monde du voisin, celle qu'on attendait depuis 40-50 ans. Dans l'absolu, la Coupe du Monde en Argentine, la première aurait dû jouer dès 1938 si la FIFA avait respecté un petit peu sa parole. Et il y a toujours ce côté amour, il y a peut-être parfois un peu de haine entre les Uruguayens et les Argentins, mais il y a quand même beaucoup d'amour aussi. Et on s'attendait vraiment à jouer cette Coupe du Monde dans le pays d'en face, de pouvoir la vivre. Parce qu'une Coupe du Monde en Argentine, elle peut se vivre en Uruguay, évidemment complètement différemment de ce qu'elle peut se vivre dans n'importe quel autre pays. Comme il y a quelques kilomètres qui séparent et qu'on peut y aller en bateau, en ferry, même déjà à l'époque en quelques heures. Donc c'est la Coupe du Monde qu'il ne fallait pas louper. Et l'Uruguay dans un groupe toujours facile parce que durant toutes ces années-là, l'Uruguay est souvent tête de série grâce à son palmarès. Donc l'Uruguay a d'habitude plutôt des groupes faciles, ne tombe jamais dans les groupes de l'Argentine et du Brésil, pour schématiser, parce que quand on dit groupe facile, on entend ça, ce qui est encore le cas aujourd'hui dans les Copa América d'ailleurs, c'est d'éviter les deux autres grands. Donc l'Uruguay est encore dans un groupe de qualification supposément facile. Et en 55, donc, c'était le Paraguay, et en 77, c'est la Bolivie, qui va battre l'Uruguay notamment à La Paz 2-0 et qui va priver les Uruguayens d'une Coupe du Monde qu'ils attendaient désespérément. Et c'est pareil, une qualification, c'est un match dont on parle encore aujourd'hui comme d'un traumatisme, que c'était la Coupe du Monde que les jeunes de l'époque voulaient aller voir et n'ont pas pu vous voir ou pas pu vivre, parce qu'on vit évidemment complètement différemment, comme tout le monde le sait, quand il supporte un pays qu'il a pu vivre une Coupe du Monde sans son pays en Coupe du Monde, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est un groupe, donc tu disais, Bolivie, mais l'autre membre du groupe, c'était le Venezuela, tu l'as dit aussi. Donc oui, ça pique un peu quand même, de ne pas passer quand tu as Bolivie et Venezuela dans ton groupe. Ça pique toujours aujourd'hui de perdre face à la Bolivie et au Venezuela. Donc imaginez à l'époque. Oui, c'est ce que je dis, c'est qu'en plus, c'est pour ça que les Uruguayens étaient toujours un peu confiants, c'est qu'ils étaient tête de série, ils étaient dans des poules. C'est toujours facile ou pas facile, mais plus ou moins facile quand même. Voilà. Exactement. Et justement, abordable. Enfin, voilà, disons qu'ils avaient un statut de favori qui était donné par l'histoire, mais ils avaient aussi un statut de favori par rapport au papier, aux joueurs qu'ils avaient aussi à ce moment-là, il faut le dire. Même si c'est pas forcément la meilleure période du football uruguayen, quand même, 77, Jérôme. C'est pas la meilleure période, mais il y a quand même des joueurs. Ça reste une bonne équipe. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien. Je pense, je n'étais pas au stade évidemment, mais ils auraient pu battre sans doute cette Bolivie-là, sans doute. L'Uruguay le montre par des matchs à côté, aux alentours, où ils réussissent des bons matchs, notamment ce qu'on a parlé sur le Mondialito, qui est 2-3 ans après, où ils battent les Pays-Bas, l'Italie. Ça reste une très bonne équipe. Mais voilà, c'est la découverte aussi de ces matchs et de ne pas pouvoir sous-évaluer, de ne pas pouvoir regarder de haut ces pays-là. L'Uruguay l'a appris, je pense, à cette période-là. Ouais, exactement. Et justement, on vient d'évoquer des moments positifs, des moments négatifs. Dans l'ensemble, est-ce que ces matchs-là, ces matchs éliminatoires, est-ce qu'on peut, pour certains, voire pour tous, dans les deux sens, les considérer comme de véritables tournants dans l'histoire du football au pays céleste ? Oui, surtout pour les éléments négatifs. C'est-à-dire que ceux dont on se souvient vraiment, c'est-à-dire que les qualifications de Coupe du Monde, quand l'Uruguay l'a obtenu, on s'en souvient pour les Coupes du Monde récentes parce qu'on l'a vécu, mais sinon, sur les anciens, on n'en parle pas. Les qualifications pour la Coupe du Monde 1966 ne sont pas quelque chose qui a marqué l'histoire. Mais pour les défaites, ça reste des éléments parfois refondateurs, parfois juste des traumatismes qui continuent d'exister aujourd'hui. Donc oui, ça reste c'est des moments de choix directionnels un petit peu. Comme d'ailleurs la Pulette Tabarès arrive parce que l'Uruguay ne se qualifie pas pour l'Allemagne. C'est des moments de construction, de reconstruction, parfois avec des échecs. Mais ça reste, au-delà de souvenirs, ça reste de moments footballistiques où ça permet de renouveler et de partir sur un nouveau projet. Au milieu de tout ça, donc, parce qu'on est quand même en Amérique du Sud, alors on a évoqué les aspects positifs, les aspects négatifs, vous voyez à quel point ils ont une importance. Ces matchs-là, ils peuvent prendre une certaine importance dans l'histoire, la grande histoire d'un football, mais évidemment, âme sud oblige,
au milieu de tout cela, il y a quand même des matchs, comment dirais-je, qui sont un petit peu étranges, un petit peu plus particuliers, ou voilà. Notamment, et pas que parce qu'ils sont frères, avec le voisin. Oui, avec donc ceux que je citais à l'instant, avec les Argentins, avec cet ami, ce cousin qu'on aime bien recevoir, mais pas trop non plus. Avec cette anecdote, c'est que donc pour 1998, il y a un changement pour les éliminatoires qui font que la CONMEBOL passe sur une poule unique. C'est-à-dire que toutes les équipes, les 10 équipes, parfois 9 quand il y a le Brésil qui est champion du monde ou le Brésil qui l'héberge, mais toutes les équipes se rencontrent entre elles pour faire un classement final. Ça se joue pour la première fois en 98 et à partir pour les éliminatoires de 2002, la CONMEBOL décide de plus trop s'embêter et de fixer un calendrier qui sera reproduit pendant 4 séances d'éliminatoires pour 2002, 2006, 2010, 2014, en disant voilà l'ordre des matchs est tel. Et à la fin, ce calendrier est fait de telle façon que le dernier match, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais le dernier match à chaque fois est un Uruguay-Argentine. Avec cette petite spécificité que souvent les Argentins sont déjà qualifiés. Quand les Argentins ont déjà joué 17 matchs sur 18, ils sont souvent déjà qualifiés. Mais assez rarement les Uruguayens qui sont souvent en train de se battre, surtout dans ces années-là, comme vous l'aurez compris, pour la 5e place. Ce qui donne par exemple ce match en 2001, qui se termine par un partout, une ouverture du score de Ruben Paz, il me semble, pour l'Uruguay, et une égalisation argentine dans la foulée dans la première mi-temps. Et les Uruguayens et les Argentins, à la mi-temps dans le vestiaire, se disent clairement que l'Uruguay a besoin d'un point pour être 5e définitivement et pas passer à la 6e place, être rattrapé par la Colombie. Et donc les deux équipes se mettent d'accord assez ouvertement à l'époque, c'est ça qui va poser problème, pour dire que pendant 45 minutes, on va pas bouger et ça va rester un bon un partout des familles. Et les joueurs et l'entraîneur vont avoir le tort à l'époque un petit peu, plutôt que de dire que c'est un pacte non dit, de le déclarer dans la presse, avec notamment Juan Pablo Sorin et Burgos, son prénom m'échappe, Germain Burgos, qui avait déclaré que s'ils avaient dû perdre pour aider l'Uruguay, ils l'auraient très bien fait. Carrasco aussi, l'entraîneur de l'Uruguay, disant que il y avait un pacte et que voilà, ça a été décidé dans les vestiaires. Ce qui fait que la Colombie, 6e, malgré sa victoire contre le Paraguay, va réclamer les points, va réclamer auprès de la FIFA, mais la FIFA, il n'y a pas de preuves, il y a juste des petites déclarations, donc en l'absence de preuves, on ne va rien faire, et ce qui permet à l'Uruguay de se qualifier pour le repêchage. De la fameuse 5e place, qui deviendra d'ailleurs une tradition pour les années suivantes, puisque la 5e place sera à la place de l'Uruguay pour 2002, 2006, 2010 et 2014. Je te coupe 2 secondes, petite parenthèse sur la Colombie qui fera la même chose au Pérou lors des derniers éliminatoires afin de sécuriser sa place et dégager le Chili. Voilà, tout à fait, avec dans ce cas-là le perdant, le Chili, qui pareil essaiera, le Chili, tu me confirmeras, a aussi essayé de réclamer et de dire non, c'est trop injuste. Parce que ça s'est fait ouvertement aussi, c'est-à-dire que le Pérou-Colombie de la dernière journée, on voit les joueurs sur le terrain, Falcao notamment, qui discute avec les sélectionneurs adverses, qui parlent entre joueurs en disant les gars, c'est bon, vous allez en barrage, le Pérou va en barrage, nous on est qualifiés, on est copains, on se fait la bise, on joue plus quoi. Il y avait match nul aussi. Pareil. Oui, mais alors que c'est toujours la limite presque juridique, qui est un débat qui est intéressant parce qu'il y a d'autres aspects, mais est-ce qu'une conversation qu'on n'entend pas de deux joueurs sur un terrain est un pacte officiel de corruption? C'est pas comme donner 500 000 francs à un joueur valenciennois pour qu'il abandonne le match. Est-ce que tu serais pas en train de viser notre Colombien de Lucarne opposé là? Bref, mais bon, c'était déplacé de toute façon. Mais voilà, donc il n'y a pas vraiment de pacte. C'est juste que quand ça arrange les deux, c'est difficile de faire courir 22 bonhommes sur un terrain. Et c'est ce qui s'est passé assez fréquemment entre l'Uruguay et l'Argentine, avec des matchs un peu bizarres. Comme en 2005, quand l'Uruguay bat l'Argentine pour le dernier match à domicile, pareil pour la 5e place. Et que malheureusement, on ne voit plus, puisqu'à un moment donné, la CONMEBOL s'est réveillée et a réalisé pour les éliminatoires pour la Russie en 2018 qu'il ce serait bien de touiller un petit peu le calendrier, et que l'Uruguay avait terminé son dernier match pour cette phase-là contre la Bolivie en étant presque déjà qualifié, et en battant d'ailleurs la Bolivie à domicile. Et on rappellera que 2005, pour le coup, il y a quand même un retour de karma assez violent pour l'Uruguay derrière, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est le fameux barrage face à l'Australie et la défaite là-bas, enfin l'élimination là-bas, puisque si je me rappelle bien, ça se joue au tir au but. Au tir au but, tout à fait. Et voilà, alors on le voit dans l'ensemble, voilà, on a vu la grande histoire uruguayenne dans les éliminatoires, cette relation particulière, tu as
pas mal décrit aussi ce côté, c'est quand même le pays qui passe souvent ces derniers temps par les barrages. On va justement en parler de cette fameuse 5e place, mais parler de ces éliminatoires de manière générale, parce qu'on le dit et on le voit, même les gens qui suivent ça un petit peu de loin, on vient souvent nous le dire, les éliminatoires sud-américains, ils sont quand même très particuliers. Eh ben oui, Jérôme, c'est mes éliminatoires-là, même avec leur poule unique, ou même avant, quand il n'y avait pas de poule unique, ça reste quand même des matchs très spéciaux avec une saveur très spéciale en comparaison peut-être des autres éliminatoires des autres zones. Oui, parce que dans tous les pays d'Amérique du Sud, le football a pris une place très conséquente. Et évidemment, encore plus spécifiquement en Uruguay. Et la Coupe du Monde est évidemment la compétition reine, qui est une compétition aussi qui permet pour les pays sud-américains de voir leurs joueurs jouer chez eux, c'est-à-dire que les chances pour un Colombien de voir Falcao jouer à domicile, c'est avec la sélection, et c'est pendant les phases éliminatoires, parce que si c'est pas les phases éliminatoires, ça se joue un match amical aux États-Unis, très schématiquement ce que je présente. Donc de plus en plus en tout cas. Ou de plus en plus. Alors ça va aussi dépendre des pays. Il y a des pays qui vont plus jouer à domicile, mais c'est souvent ça, la chance pour les Uruguayens de voir Luis Suarez et Edinson Cavani, qui sont des idoles absolues, c'est de les voir pendant les éliminatoires. Et c'est de toute façon déjà avant, c'est-à-dire que même avant cette phase des idoles, c'est des matchs qui avaient marqué une génération, comme on le disait pour la Coupe du Monde 78, où l'Uruguay aurait dû y être, parce que c'était en Argentine, ils auraient dû y être, et encore aujourd'hui, les gens sont frustrés que l'Uruguay n'y ait pas été, et ils ont passé un horrible hiver 78, parce qu'avec le changement, avec l'inversion des saisons, c'est en hiver la Coupe du Monde en Amérique du Sud, ou du moins pour les pays du cône sud. Donc voilà, ça a pris une place très importante, et ça a créé d'ailleurs des phénomènes un peu spéciaux avec la fameuse calculette, l'Uruguay étant souvent 5e, souvent devait calculer un petit peu qui devait gagner, qui devait perdre, qui se rencontrait qui dans les matchs suivants, et sortir la calculette, qui est l'expression qu'on utilise dans ces cas-là, pour voir combien de points il devait y avoir pour se qualifier, pour être 5e, pour essayer peut-être de viser la 4e place, avec ce fameux chiffre magique, qui est le chiffre dont on parle déjà aussi pour les éliminatoires pour le Qatar, qui est quel nombre de points on va devoir obtenir pour se qualifier, qui est entre 25 et 27 points dans ces eaux-là, avec d'ailleurs en 2018, c'était 27 points de mémoire et c'était presque un maximum historique. Donc il y a vraiment surtout depuis la formule tous contre tous, c'est vraiment devenu un vrai championnat suivi, avec les idoles des pays qui jouent à domicile. Voilà, et donc ça fait peut-être aussi un peu palliatif par rapport au championnat, ça substitue aux championnats locaux qui sont peut-être moins intéressants. Et donc ça a pris une importance phénoménale et avec un très bon niveau, parce qu'on a toujours des pays, notamment tous les matchs qui se jouent d'ailleurs avec un vrai avantage à domicile, parce qu'on parle toujours des Boliviens ou des Équatoriens qui auraient un avantage avec l'altitude, mais l'Uruguay gagne aussi beaucoup plus souvent ses matchs à domicile que les matchs à l'extérieur alors qu'ils jouent au niveau de la mer. Donc il y a vraiment toute une science qui s'est créée autour de ça, toute une culture, et c'est vraiment palpitant à vivre, c'est vraiment palpitant. On continue, même si les matchs se font une fois par mois, une fois tous les 2 mois, de temps en temps on regarde le calendrier, on se dit combien de points encore, il reste 8 matchs, lesquels on va gagner, il y en a 2-3 là on va les gagner, il y a 2-3 là on est sûr qu'on va les perdre, et c'est vraiment super prenant. Et super passionnant, parce que au-delà du football, au-delà de tout ça, c'est vraiment vivre une Coupe du Monde est infiniment plus importante avec sa sélection que sans. Il suffit de voir comment le Chili a mal vécu la dernière Coupe du Monde, mais comme d'autres, évidemment. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose à vivre et d'extraordinaire, qui parfois touche un petit peu aussi au nationalisme, c'est l'aspect négatif, mais il ne faut pas l'occulter, qu'il y a dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, c'est considéré, on est considéré comme un traître à la patrie si l'équipe ne se qualifie pas, et comme un héros national si l'équipe se qualifie, alors que dans les deux cas on est aussi juste un joueur de football. Mais voilà, ça a pris une importance considérable. Ouais, et puis tu peux le dire sur l'importance, tu disais il suffit de le voir quand par exemple le Chili n'y va pas, mais à contrario, il suffit de voir ce que l'on a vu au Pérou avec la qualif après 36 ans d'attente, la façon dont la Coupe du Monde 2018 a été vécue, etc. etc. Mais le point intéressant, c'est que c'est un vrai championnat qui se substitue au reste. Et ça sera probablement l'objet d'un autre débat, d'un autre podcast, avec ce que deviennent aussi les compétitions de clubs qui n'ont plus vraiment, qui perdent de plus en plus d'intérêt pour bien des nations devant ce qui est devenu le football d'aujourd'hui. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir, en tant qu'Uruguayen par exemple, mais on peut dire la même pour les Chiliens, on peut dire la même pour les Péruviens, les Colombiens, voire même un petit peu les Argentins maintenant, c'est aussi l'occasion de pouvoir se mesurer aux autres avec
ses meilleurs joueurs. Oui, et c'est par exemple pour les Argentins, c'est la seule occasion de voir Lionel Messi. C'est à ce moment-là. Pourtant, c'est aussi avec ses défauts, etc. Mais c'est aussi une idole, Messi en Argentine. C'est-à-dire que c'est peut-être pas du niveau d'autres joueurs pour ne pas les nommer, mais c'est une idole. Et c'est le moyen de les voir. C'est le moyen de les voir sans qu'il y ait de lien d'argent, c'est-à-dire sans se dire s'il fait 3 bons matchs, il va se barrer. Heureusement, il ne peut pas encore le faire. On ne sait jamais, ça peut arriver un jour. Hein. Pas pour lui, oui, mais c'est ça qui rend le football de sélection aussi attirant encore aujourd'hui. C'est pour ça que la Coupe du Monde reste une compétition extraordinaire par-delà les difficultés, les conflits, l'importance de la FIFA, etc. Tout le monde dit que c'est une compétition pourrie par l'argent. C'est une compétition qui est infiniment moins pourrie par l'argent que toutes les autres compétitions de clubs. C'est ça qui fait sa beauté et sa place au-dessus de tout. Exactement, on est totalement d'accord là-dessus. Et c'est vrai que, je sais pas, on doit le voir quand même, on devrait le sentir un petit peu en Europe. Mais alors, s'il y a une région du monde où on sent la différence, tu le disais à l'instant, sur le côté un petit peu pourri par l'argent, c'est bien la différence entre les compétitions de clubs qui perdent véritablement, il faut le dire. On est les premiers à les suivre, à les couvrir, à les défendre même pour certains aspects. Bon là en ce moment c'est compliqué avec les stades à huis clos, mais c'est un autre débat. Mais c'est vrai que les compétitions de clubs, en termes d'intérêt, voilà quoi. Je vais pas dire que si, on en a de moins en moins, parce qu'on sait très vite comment ça va tourner cette histoire-là. Surtout quand on est uruguayen. Oui, évidemment. Non, et puis c'est valable pour tous les autres pays. Il y a l'Argentine qui résiste encore un peu. Je sais pas combien de temps elle va résister. Oui, mais même et puis je pense que c'est un phénomène global. C'est-à-dire que même en Europe, pour le football en général, les clubs en tant qu'institution, tout le monde parle d'institutions pour les clubs. Dans l'absolu, toutes ces institutions ont disparu. C'est vraiment on est rentré dans un système un peu plus de franchise à l'américaine où il y a plus vraiment d'aléas sportifs. Aujourd'hui, on a beau nous dire le contraire, mais on rentre dans des considérations qui ne sont pas liées. Le football des sélections est l'un des derniers refuges où on peut voir des surprises et des compositions qui ne seront pas liées uniquement à des intérêts, même si des fois il y a des débats pour d'autres sélections, comme ce sera le cas, on vous en parlera dans le prochain magazine du Carnet Opposé, mais du moins, là, dans l'immense majorité des cas, les joueurs sont là parce que c'est leur nation, qui est bien pour 99% de la chose. Il y a le petit 1% de nationalisme qui des fois pourrit un peu aussi la chose et qui peut parfois le faire dégénérer aussi, mais ça reste éminemment positif et ça laisse la porte à l'aléa et à voir l'Uruguay, pays de 3,5 millions d'habitants, terminer meilleure nation d'Amérique du Sud à la dernière Coupe du Monde, devant beaucoup d'autres pays évidemment beaucoup plus puissants. Alors on parle à l'instant de cette petite lutte, entre guillemets, je sais pas si on peut l'appeler lutte, cette différence qu'il y a entre le football de club et le football de sélection, et j'espère que vous mesurez aussi à quel point, pourquoi il est important encore ce football de sélection, et pourtant, il y a quand même une menace qui plane un petit peu là-dessus. Je ne parle pas de ces fameux débats sur la Coupe du Monde tous les 2 ans ou pas, blablabla. On parle de l'expansion du nombre de participants à la Coupe du Monde, parce que ça va avoir un impact sur les éliminatoires sud-américains, puisque, Jérôme, on va passer à 6,5, 7, le 7e ira en barrage et les 6 seront qualifiés direct. Ça risque de changer beaucoup de choses. Tu parlais beaucoup de ces matchs-là particuliers, de cette calculette, de ce championnat. Que peut devenir un championnat qui va envoyer 7 de ces 10 équipes, sachant que très souvent, on va pas dire tout le temps parce que c'est pas vrai, il y a des exceptions, mais très souvent, sur les 10, c'est souvent les 2 mêmes qui sont dans les 3 derniers. Donc, quel peut être l'avenir de cette compétition-là ? Est-ce que c'est pas menacé, cette formule championnat ? Ah bah oui, ça va être toute la question. C'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même une prime à la meilleure équipe, un petit peu comme ce qu'ils font en natation quand ils disent il y a un temps minimum à faire pour se qualifier, mais on va demander un temps encore plus bas que ça pour essayer vraiment d'avoir les meilleurs, pour pouvoir les pousser au meilleur d'eux-mêmes et aller chercher la médaille. Et il y a un peu ce principe-là en Amérique du Sud où c'était très compliqué d'avoir une 5e place. Il y a beaucoup de fois où le 6e de la zone Amérique du Sud aurait très bien pu aller en Coupe du Monde et faire pas forcément une mauvaise compétition. Donc c'était vraiment une lutte pour avoir cette 5e place, comme l'Uruguay l'a très souvent fait. Et donc il va y avoir cette question un petit peu après quand on va prendre plus de pays. Si on fait un championnat avec les 10, si c'est pour en prendre 6,5 voire 7, parce que le barrage n'est pas forcément toujours très, très compliqué pour l'Amérique du Sud, même s'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Donc voilà, il va y avoir cette idée de quel pays, quand tous les pays vont y aller, entre guillemets, est-ce que le championnat va encore avoir du sens, dans le sens où le premier et le deuxième vont être très 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 rapidement qualifiés, c'est-à-dire que le Brésil, en enchaînant 5 victoires dans ce schéma-là,
dire mais très bien, mais je suis dans les 7 premiers, c'est fini. À partir du moment où le chiffre magique, comme je disais tout à l'heure, sera plus à 25 ou 27 points, mais à 17, 18 points, gagner 5 ou 6 matchs, pour être précis, gagner 6 matchs, comme l'a fait le Brésil là, gagner ses 6 premiers matchs, vous permet d'être qualifié. Comment se déroule la compétition par la suite ? À partir du moment où une équipe, ou peut-être même de nombreuses équipes, parce qu'il n'y a pas que le Brésil qui peut le faire, peuvent se qualifier très rapidement. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une prime, non pas à la bonne équipe, comme c'est le cas à l'heure actuelle, il y a un niveau très élevé, mais il peut y avoir maintenant une prime à l'équipe la moins mauvaise, et ça, c'est plus forcément la même façon de jouer. Si un point, plutôt que d'aller chercher la victoire à 3 points, entre guillemets, faire match nul sur plein de matchs peut très bien vous amener à la Coupe du Monde. Donc il va y avoir tout un débat à savoir comment ça va se réorganiser à l'avenir, pour notamment cette Coupe du Monde 2026, qui se déroulera chez les voisins du Nord. Avec le vieux serpent de mer qui devrait pas tarder à revenir d'ici peu, cette volonté de certains d'unir Nord et Sud. Même si 2026, quoique ça peut être l'occasion, puisque 2026, Mexique, Canada et États-Unis seront déjà qualifiés. Je pense que non, c'est arrêté quand même, donc bon, on ne sait jamais avec eux. Mais à surveiller quand même, si ce vieux serpent de mer ne pourrait pas revenir avec cette expansion-là. Pas convaincu que le Nord y gagnerait, mais c'est un autre débat. Donc voilà, vous voyez, c'est l'importance de cette compétition. L'importance, c'est aussi cela, sur le point sur lequel on veut insister, Jérôme, sur l'importance de ce championnat, de ce championnat des nations et de ce football des sélections qui reste quand même un sacré football, quoi. Oui, et on va continuer à être pendu pour les prochains mois jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar sur ce fameux classement et sur le fait d'atteindre ces points pour ne pas gagner ce championnat-là, parce que le championnat, les qualifications ne sont pas un championnat en tant que tel, mais pour être bien qualifié et pour pouvoir célébrer et respirer et préparer une Coupe du Monde, ce qui est l'objectif ultime de n'importe quel supporter. Et qui pourrait en plus, pour l'Uruguay, être très particulière, puisqu'on a déjà évoqué à de multiples reprises. On est sur la fin, pas que d'une génération, mais probablement la fin d'un cycle. Il y a tout un débat. Alors là, tu me relances sur 1 minute de podcast. En deux mots. On en parlera un autre jour de Tavares, mais quand même. Ce sera forcément à un moment donné la fin de Tavares en tant que sélectionneur de l'Uruguay. Ça, c'est sans aucun doute. Sur la génération, il y a déjà de nombreux joueurs qui sont partis, il y a de nombreux joueurs qui sont arrivés. Quand on le voit que le dernier match, l'un des derniers matchs donc, qui était l'Uruguay contre l'Équateur au Campeón del Siglo, il y avait déjà plus Cáceres, il y avait déjà pas Suarez, il y avait déjà pas Cavani. L'Uruguay, c'est quand même imposé. Ça c'est préparé, c'est-à-dire que on voit que Godin sort, n'est plus systématiquement sur les feuilles de match. Dans les remplaçants, alors, les remplaçants existent déjà, il y a Jiménez, Coates, et il y a un petit Araujo qui est déjà titulaire au FC Barcelone, qui seulement rentre maintenant dans l'équipe, c'est-à-dire qu'il joue déjà à Barcelone depuis 1 an ou 2, et il commence seulement à rentrer dans la sélection, donc on voit qu'il y a un vrai processus qui l'amène petit à petit. Cáceres ne joue plus Cáceres qui est le vrai joueur Tavares, c'est-à-dire que c'est celui qui a sans doute le plus joué, parce qu'en plus c'était un couteau suisse en défense, qui pouvait jouer à n'importe quelle position, commence aussi à ne plus apparaître en sélection. Et en attaque, la vraie question est plus sur l'attaque, qu'on n'avait pas pu voir jusqu'à présent, parce qu'il y avait toujours un Cavani ou un Suarez qui était là. Là, pour le coup, c'est l'une des rares occasions sur les dernières années où les deux étaient absents lors des 3 dernières journées. Et l'Uruguay a quand même fait 2 victoires, un match nul, qui est 7 points sur 9 dans une journée, une triple fecha comme ça, une triple journée, était un très 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 bon résultat. Donc bon, il faut relativiser, les choses sont bien organisées, disons, pour que le changement se passe bien. Ouais, dans la douceur, dans la continuité. Le changement dans la continuité. Merde, c'est un slogan. Voilà. Bah écoute, on va rester là sur ce podcast. Merci de m'avoir accompagné et d'avoir ouvert la 5e saison des Bola Latina. Merci à toi et puis bonne journée à tous et Uruguay Noma. Voilà, bah écoute, je rajouterai rien là-dessus, il faut pas. Donc voilà, on vous encourage quand même à suivre ce football de sélection. On continuera de le défendre, vous le comprenez, je pense, entre ces mots. Voilà, on va vous remercier, on va vous inviter à nous suivre sur notre site, lucarne-opposé.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Venez nous rejoindre sur notre Discord pour justement pour échanger avec nous et échanger avec la communauté Lucarne Opposé. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en achetant ou en vous abonnant à nos magazines.
ça vous le trouverez sur le site, ou alors en allant sur notre maison d'édition, vous le trouverez sur le site aussi, remarquez, pour acheter nos premiers ouvrages, la biographie de Garincha et la traduction française des 11 Caminos al Gol. Tout ce qu'il vous faut pour trouver, pour pas avoir à chercher partout sur Google, vous aurez tous les liens dans la description. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à bientôt. Au revoir les amis.